vous est présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. La COP28 s'ouvre aujourd'hui et pas n'importe où, à Dubaï. Oui, une pétromonarchie. Drôle d'endroit pour parler climat, vous dites? Oui, drôle d'endroit aussi pour en parler aux générations de demain qui vivront forcément les décisions prises lors de ces réunions. Ce sera la question du jour. À la veille du premier jour de décembre, on parlera calendrier de l'Avent et puis pas n'importe lequel, un calendrier fraternel. C'est dans la seconde partie d'émission. Dans sa chronique vue sur les réseaux, Guillaume Ouattara vous parlera de ces activistes numériques qui luttent contre le harcèlement. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec cette grève très suivie au collège Kléber de Strasbourg. La quasi-totalité des enseignants ont refusé de faire cours pour dénoncer des menaces de mort reçues par l'un d'entre eux. Au vu des précédents, Samuel Paty et Dominique Bernard, on ne doit pas laisser passer. Voilà les propos de l'un des enseignants interrogés par France Bleu pour justifier ce mouvement de grève. À l'origine de tout ça, il y a des faits qui remontent à mardi dernier. Un enseignant confisque le téléphone d'un élève qui lui réplique « Je ramènerai des copains à la sortie, je te tuerai ». Des menaces extrêmement fortes et qui interviennent dans un contexte de forte tension dans cet établissement REP+. Voilà ce qui est dit par l'un des professeurs d'histoire-géographie, Gilles Comte. Un collègue a été agressé par un ancien élève qui s'était introduit dans l'établissement avec 2 autres élèves. Il y a eu 3 explosions de pétards à l'intérieur de l'établissement. On parle aussi, du côté de France Bleu, de tirs de mortier au sein de l'établissement. Ce qui est pointé du doigt par les enseignants, c'est le manque de surveillants. Une mesure conservatoire a été prise contre l'élève auteur de menaces. Il est exclu jusqu'au conseil de discipline qui aura lieu le 19 décembre prochain. Direction l'Île-de-France maintenant, au lycée Romain Rolland d'Ivry-sur-Seine, où les personnels s'inquiètent pour leur santé après plusieurs cas de cancer qui ont été détectés. Le problème qu'ils soulèvent est bien la localisation de l'établissement à quelques kilomètres d'une usine d'incinération de déchets. Et depuis 2013, on dénombre dans cet établissement scolaire 16 cas de cancer et la moitié des personnes concernées sont décédées. D'où cette crainte soulevée dans un communiqué SNES FSU Créteil. Une fois de plus, la santé des enseignants ne semble pas être une priorité de nos gouvernants, alors que dans le secteur privé, les personnels bénéficient tous les 2 ans d'un bilan complet de santé. Personne ne surveille la santé des personnels de l'éducation. Alors y a-t-il un lien entre la présence de cette usine à quelques kilomètres, 3 kilomètres de l'établissement et la survenue de ces cancers? Eh bien pas selon l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Contactée par nos confrères du Parisien, cette agence apporte une réponse très claire. Sauf situation de consommation régulière, très ancienne et intense d'œufs issus de poulaillers domestiques, le lien entre l'exposition au dioxyde émise par l'incinérateur et l'apparition des cancers parmi les personnels du lycée est très improbable. Improbable donc, mais pas impossible. Le ministre de l'Éducation nationale s'est confié dans un entretien fleuve paru dans les pages du Figaro Madame. Il y parle de ses priorités, bien sûr, et de ses défis, évidemment. Guillaume, que faut-il retenir de cet entretien? Eh bien que Gabriel Attal décide de tracer sa route. D'abord, il veut construire, dit-il, une école heureuse et exigeante. Ce sont ses propres termes. Et en ligne de mire désormais, c'est le niveau des élèves. Il revient, vous savez, on en parle quasi tous les jours sur ces grandes annonces qui doivent arriver le 5 décembre. Et il a précisé qu'il y a une étude qui a été menée auprès de 250 000 profs pour trouver de nouvelles solutions. Une nouveauté, cependant, dans le discours du ministre, un accent qui est mis sur la culture. Voilà ce qu'il dit face au flux d'images et d'infos. La culture doit favoriser l'esprit critique, permettre de développer la capacité à décoder, à replacer les faits dans une perspective historique. Le ministre s'inquiète également de la place trop importante des écrans dans le quotidien des plus jeunes et il annonce le renforcement de la lecture en cours. Terminons avec cette date très importante dans le domaine de l'éducation, le 30 novembre, une date qui a marqué l'histoire contemporaine et plus lointaine. Oui, le 30 novembre, c'est le 334e jour de l'année du calendrier grégorien, 355 lorsque c'est une année bissextile. En 1786, Léopold de Habsbourg-Lorraine, grand-duc de Toscane, promulgue un code de procédure criminelle. En 1918, c'est l'abdication du roi Guillaume II de Wurtemberg, dernier souverain allemand avant la Première Guerre mondiale. En 2023, le 30 novembre, les emballages jetables sont interdits dans tous les fast-foods de France. Les enseignes doivent désormais proposer de la vaisselle réutilisable. Et le 30 novembre 1996, évidemment, c'était le jour de la naissance de Virginie Guillaume, à quelques années près. 2 grands absents tenaient à vous adresser un message que je vous propose de découvrir. Bon anniversaire, Virginie. Merci, Guillaume. Un énorme bisou. Plein de bonheur, plein de belles choses pour cette nouvelle année qui s'ouvre à toi. On a encore
plein de belles émissions à partager tous les deux, donc on va continuer sur cette belle lancée, surtout. Mais je sais que tu vas le faire. Reste aussi joviale, pétillante, gentille et tout plein de choses que les téléspectateurs ne voient pas mais que nous voyons en coulisses. Merci d'être toi, merci d'être toujours bienveillante avec nous en plateau. C'est un bonheur. Voilà, donc on te souhaite un énorme et super bon anniversaire. À très bientôt, très vite, pour une nouvelle émission bien sûr, et passe une belle soirée. Je te fais un gros bisou pour te souhaiter un bel anniversaire. J'espère que la surprise a fonctionné. Comme tu peux le voir, j'ai mis les petits plats dans les grands avec ces effets spéciaux. Je trouvais ça. J'ai fait une Guillaume Ouattara comme tu peux le voir. Bon, je vous embrasse tous les deux. Je te souhaite une nouvelle fois un bel anniversaire et je te dis à demain. Gros bisous. Mais quelle équipe de rêve. J'ai une chance folle de vous avoir tous les trois. Vous êtes trop mignons. Merci Guillaume d'avoir organisé ça. Merci beaucoup. Je résistais pas à l'envie, je sais qu'on est quasi hors timing, mais de revisionner ensemble notre plus beau fou rire. C'était il y a quelques mois. Je vous propose de le re-regarder, c'était savoureux. On favorise un peu le compost. Est-ce que vous faites du compost, vous? Alors j'ai parfois des fruits qui pourrissent dans la C'est un départ. C'est une première action. C'est terrible. C'est terrible parce que vous me faites ça. Je ne peux pas rebondir. On est sur l'actu. Non, il faut que je me reconcentre. Et c'est le problème des fous rires, vous savez ce que c'est. C'est que voilà, on n'arrive pas du tout à gérer. Mais merci. C'était mon petit cadeau. Concentration maximale. Parlons bien, parlons peu. Coup d'envoi de la 28e COP à Dubaï, un choix qui pose question et qui interroge notre rapport à la lutte écologique. Quel constat en cette fin d'année 2023 et comment poursuivre justement la sensibilisation à cette cause loin d'être gagnée? On en parle dans la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur le plateau Aminata Niakate. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'être là. Et Côme Guirchik, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conférencier engagé, entrepreneur. Les présidents, donc de près de 200 pays, ce n'est pas rien quand même, se retrouvent à Dubaï pour la COP28 dès aujourd'hui. Drôle d'endroit, je disais juste avant, pour parler climat. Quelle réaction? Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut rester sceptique? Quelle est la vie? Aminata, c'est un drôle d'endroit, Dubaï, avec son Dubaï Ski en plein désert. C'est vrai que c'est une ville qui donne pas à voir un engagement fort sur les questions climat et d'écologie. Et puis le président de la COP28 est aussi le président d'une compagnie pétrolière. Donc tout ça est assez curieux. Après, je pense qu'il faut y aller parce que c'est peut-être le seul endroit où tous les chefs d'État peuvent essayer de s'engager vers une trajectoire pour respecter les accords de Paris, avancer sur les questions de compensation sur les pays du Sud qui sont les premiers à subir les conséquences du dérèglement climatique alors qu'ils en sont les moins contributeurs. Donc je pense qu'il faut y aller. Je ne suis pas hyper optimiste, mais en tout cas, je pense qu'il faut y aller quand même. Marine Tondelier dit difficile de parler fin des énergies fossiles sans être à la table des pétroliers. Une réaction comme Guirchik? C'est vrai que c'est indispensable de parler de la fin des énergies fossiles. C'est vraiment le sujet tabou dans toutes les COP, en fait. Depuis une dizaine d'années, c'est le sujet qu'on évite. À la COP26, et pourtant, il y a des pleurs à chaque fois. Oh là là, c'est méchant, on n'est pas bien, c'est pas gentil. On oh a là là, commencé tout juste à aborder un peu la question du charbon dans les dernières COP, mais c'est très compliqué. Et c'est vrai que le fait que ce soit à Dubaï, en même temps, ça paraît très caricatural. Et en même temps, ça fait que les journalistes du monde entier en parlent, les ONG du monde entier en parlent. Et donc, finalement, c'est peut-être une bonne chose. Pour vous, plus on en parle, mieux c'est. Plus, en fait, on sensibilise, mieux c'est. Oui. Peu importe la façon. Le fait que oui, peu importe. En tout cas, la question des énergies fossiles dans les COP, peu importe la façon, oui, il faut qu'on en parle. Alors, peu importe la façon, j'insiste, parce que vous venez de citer quelque chose, de dire quelque chose de très important, effectivement, c'est que le président de la COP28, le sultan Al-Jaber, est à la fois ministre de l'Industrie, effectivement, dirigeant pétrolier, la boîte s'appelle ADNOC, et donc émissaire pour le climat. Donc, conflit d'intérêt ou pas? Totalement, parce que je pense qu'il profite de la séquence pour nouer de nouvelles affaires. Moi, c'est vrai que je pense que ça ne peut pas ne pas se faire sans associer les pays exportateurs de pétrole qui doivent réduire les millions de tonnes de barils qu'ils produisent chaque année. Donc, ça ne se fera pas sans ces pays-là de toute façon. Donc, dans cela, c'est intéressant d'y aller, même si aujourd'hui, c'est assez paradoxal. Je ne suis pas sûre que ce soit les pays, les Émirats arabes unis, c'est les plus volontaristes sur la question, parce que leur richesse et peut-être leur poids aussi,
leur puissance dans le monde tient à leur activité. Est-ce que je peux rebondir sur ça? Parce que, en fait, la décision de l'attribution des lieux des COP, elle a lieu pendant les COP. Donc, pour moi, ça fait une raison de plus d'aller à cette COP 28 pour s'assurer que les prochaines n'aient pas lieu dans ce genre de pays. Mais parce que ça tourne. Pourquoi elles n'auraient pas lieu? Pourquoi tout d'un coup, ils décideraient de ne plus le faire dans ce genre de pays? Eh bien, parce que ça relève, comme toute autre décision d'une COP, d'un consensus. Donc, les pays peuvent utiliser de leur influence pour éviter qu'elle se passe dans certains lieux. Et typiquement, mais là, il y a eu consensus. Oui, il y a eu consensus parce qu'il y a eu un manque de vigilance de certaines plateformes régionales. Et typiquement, la Russie, en ce moment, est en train de s'opposer à ce que la COP 29 ait lieu en Europe de l'Est, ce qui montre bien que, en fait, certains pays, certaines puissances peuvent avoir une influence déterminante sur le lieu des COP. Donc, il faut y aller pour éviter que ça se passe. Mais donc, le conflit d'intérêts entre le Sultan Jaber, dont je disais, entre Sultan Jaber, qui est à la fois ministre de son industrie, dirigeant pétrolier et émissaire pour le climat, pour vous, ça ne vous choque pas? Si, il est évident. C'est choquant. Il était évident et on le soupçonnait dès la désignation de cette destination, etc. Dans un contexte où, en plus, ils vont recevoir en 2026 les Jeux Olympiques d'hiver en plein désert. Donc, c'est vrai que ça paraît... ça n'a pas de sens. J'entendais ce matin à la radio quelqu'un dire c'est comme si McDo organisait une grande conférence sur la malbouffe. Ça paraît indécent. Et en même temps, on est obligé de discuter avec eux si un jour on veut aspirer à peut-être un traité de non-prolifération d'énergie fossile. Ça ne se fera pas malheureusement sans ces acteurs et sans ces pays-là. L'optique de l'Europe et de ses soutiens serait d'obtenir a priori une sortie de la dépendance au pétrole. On y croit ou pas? Moi, je suis écolo, donc j'essaie d'être optimiste. C'est-à-dire qu'on peut partir défaitiste, c'est-à-dire qu'il n'y aura absolument aucun accord. Moi, c'est pas mon état d'esprit. Je pense que les diplomates, notamment français, sont extrêmement performants. Le Brésil est en train de s'aligner. Enfin, beaucoup de pays, en fait, sont en train de témoigner de très fortes ambitions. Donc, il faut espérer, oui, qu'à la fin de la COP28, on ait un texte fort, notamment sur les énergies fossiles. Il ne faut pas oublier un autre point, c'est que c'est la première année qu'on va faire un bilan mondial. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte toutes les émissions de tous les pays depuis plusieurs années et faire le point. Et en fait, le point, techniquement, il a été fait début septembre. C'est un rapport que l'ONU a sorti et qui a montré que les émissions entre 2021 et 2022 avaient continué à augmenter alors qu'elles sont censées baisser de 42% d'ici 2030. Donc on est vraiment dans un gap qui est énorme, grandissant. Heureusement, il y a un vrai leadership du secrétaire général des Nations Unies qui n'arrête pas de communiquer sur le sujet en disant « soyez plus ambitieux », etc. Donc voilà, il y a à la fois des éléments qui vont dans le bon sens dans les prises de parole, les prises de position du leadership politique, et c'est ce qu'on attend des COP, et en même temps un bilan qui techniquement est vraiment très mauvais. Oui, très mauvais. On va en parler vraiment parce que, on va revenir à la réalité. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la télévision depuis 10 ans, pas ouvert les journaux, ne seraient pas intéressés, n'auraient discuté avec personne, il y a un problème. On est face à une urgence climatique, très clairement. Alors justement, est-ce qu'on peut refaire le point en quelques chiffres peut-être, si vous le voulez bien, comme Guerchig, des chiffres forts, peut-être la température, 2 degrés. La température de degré, en fait, en France, on est déjà à plus 1,5 degré de réchauffement. La France se réchauffe plus vite que le reste du monde à cause de phénomènes microclimatiques locaux. Et on se dirige en ce moment vers une température à entre 2,5 et 3 degrés de réchauffement. Et en France, c'est presque plus 4 degrés la trajectoire. Donc on est vraiment sur des trajectoires de dérèglement rapide. Mais en général, on a du mal à faire passer les idées avec ce type de chiffres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 6 mois en France, et en fait dans pas mal d'autres pays du monde, qu'on a un décrochage des paramètres climatiques. On est en train de changer d'air, en fait, en termes de vitesse du dérèglement climatique. Au Canada, par exemple, il y a eu 15 millions d'hectares qui ont brûlé. C'est un chiffre qui n'a jamais été vu auparavant. Vous avez des incendies à répétition, vous avez l'Institut Copernicus européen qui fait des graphiques où on voit vraiment les 40 dernières années, c'est un tas de spaghettis. Globalement, la température augmente doucement, en fait, selon les mois de l'année. Et là, tout d'un coup, en 2023, en fait, les courbes décrochent. C'est-à-dire que c'est complètement en train de partir en live, si je peux dire cette expression. Mais c'est surtout, en fait, très important parce que 1 degré, ça veut dire plus 20% d'incendies assurés. Oui, exactement. En tout cas, c'est un chiffre qui a été donné par le ministère de l'Environnement. C'est valable en France. C'est probablement variable selon les territoires, mais c'est le cas. Donc vous faites le calcul, si la trajectoire de réchauffement en France c'est plus 4 degrés, ça fait plus 80% de risque d'incendie. Alors évidemment, on va s'adapter, etc. Mais ça veut quand même dire qu'on est en train d'aller vers un climat toujours plus incontrôlable, ce qui coûtera très cher à tout le monde. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Ça fait là aussi presque 20 ans que certains économistes nous disent que le coût de l'inaction est largement supérieur au coût de l'action. Seulement le coût de l'action, mettre en place des énergies renouvelables, etc.,
c'est un coût à court terme. Et donc, en fait, ça fait des décennies qu'on rechigne sur ces coûts-là. Et maintenant, en fait, on commence à voir que, en fait, ne pas avoir fait la transition plus tôt, ça coûte chaque année des dizaines, des centaines de milliards d'euros en France et dans le monde. Et qui paye, c'est le contribuable. Donc, en fait, on voit là, on commence à percevoir que c'était un mauvais calcul et qu'on continue en fait à aller dans cette direction. Alors c'est l'argument effectivement des géants pétroliers comme Total Energy ou d'autres, de dire si on veut aller vers les énergies renouvelables, il faut aussi maintenir finalement le pétrole et les énergies fossiles. Une réponse à cela, Anne Nathalie-Kété. Alors je ne sais pas s'il faut maintenir, enfin en tout cas il faut une transition, peut-être pas arrêter brutalement. Je veux dire, les écologistes justement on veut le préserver ce pétrole et l'utiliser seulement qu'à bon escient, et c'est pour ça qu'on propose de par exemple sortir du plastique, ce genre de choses. Mais en tout cas il faut une transition et les investissements, les orienter vers le renouvelable plutôt que de les orienter sur ces énergies mortifères. Donc les pétroliers défendent leurs intérêts quand ils ont ce discours-là auquel les écologistes n'adhèrent pas du tout. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur ce que ça représente l'augmentation de température, parce que 2 degrés, les gens disent c'est cool, 2 degrés de plus. Moi, la comparaison que je fais, c'est celle avec la température du corps humain. Je veux dire, on est à 37,5 et si notre corps humain prend 2 degrés et demi de plus, on est malade et on peut même en mourir. Et en vrai, c'est vraiment ça la situation, la gravité de la situation du réchauffement de la planète. Il faut savoir que la planète a mis 10 000 ans pour passer de 10 degrés ère glaciaire au siècle dernier, 10 000 ans pour prendre 5 degrés. Et là, on est en train de prendre 5 degrés en 150 ans. C'est vraiment vertigineux et terriblement dangereux. Du fait de l'industrialisation uniquement ? C'est l'essentiel, c'est aussi tout le mode de vie qui est sous-jacent. Enfin voilà, l'industrie en fait, c'est vraiment l'infrastructure qui a permis un mode de vie dans lequel on est maintenant. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le modèle agricole, qui est un énorme sujet en matière de transition, qui est peut-être un peu moins visible, mais c'est d'énormes sources d'émissions aujourd'hui, et c'est en même temps potentiellement un gisement de solutions. Donc il n'y a pas que l'industrie. On parle évidemment des incendies parce que ça nous a beaucoup impressionnés. Forcément, les images étaient très marquantes, mais il y a aussi d'autres images qui sont marquantes. C'est les inondations. Inondations qui sont de plus en plus fréquentes partout dans le monde, et notamment en France, puisque c'est que le début. Et c'est que le début. Et c'est que le début. Ça va lourdement s'aggraver. Et comme je le disais en début d'émission, sont les pays du Sud qui sont les premiers à trinquer de la désertification, de la montée des eaux, de la salinisation des terres. Ça provoque des déplacements de population extrêmement graves et ça appauvrit les populations les moins résilientes. Et donc, ça va entraîner des déplacements de population très forts. Et donc, je pense qu'il faut s'attendre aussi dans les pays du Nord les plus résilients à accueillir un certain nombre de migrants et de déplacés climatiques. Et vraiment, je crois que la Banque mondiale anticipe 250 millions de déplacements à horizon 2050. C'est vraiment énorme. 2050, c'est demain. Oui, c'est demain. C'est vraiment demain. Oui. Allez-y, je vous en prie. Sachant qu'il y a une précision à apporter, c'est que beaucoup de ces déplacements auront lieu en fait en interne au pays. C'est-à-dire que ce n'est pas des déplacements internationaux, ce qui n'enlève rien au drame humain que ça représente, bouger de 100 km pour une famille qui n'a pas... 80% des déplacements en général sont internes. Voilà, c'est ça. Et aussi, une autre précision, c'est qu'on connaîtra beaucoup de déplacés climatiques en France, à peu près 1,4 million selon encore le ministère de l'Environnement d'ici 2050, tout simplement parce que un dérèglement de 2 degrés, comme vous l'avez dit, ça paraît rien, mais en fait, ça va provoquer une hausse du niveau des mers de quelques dizaines de centimètres. Là aussi, ça paraît rien, mais en fait, ça fait que l'amplitude de la mer, quand il y aura des tempêtes, des marées notamment, quand il y aura des tempêtes, va dévaster littéralement la côte et toutes les maisons qui sont dessus, d'où ce chiffre, à peu près 1,4 million de personnes. Si on prend par exemple un endroit qu'on connaît bien, qu'on imagine assez bien, la Grèce avec toutes ses îles, on peut espérer qu'elles sont encore là, ils sont encore là. La Grèce spécifiquement, j'ignore la topographie précise, que c'est assez haut, mais la France... Donc la Bretagne, l'île de Léron, l'île de Ré, mais regardez ce qui de la Corse. Oui, le Nord-Pas-de-Calais, il y a quelques semaines plutôt, avec des pluies qui étaient supérieures à la moyenne, ça a dévasté le Nord-Pas-de-Calais. Il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont perdu leur maison, les écoles ont été arrêtées, à tel point que les pompiers distribuaient des plateaux repas en canoë. Enfin, c'est des images qu'on n'aurait pas imaginé, je pense, il y a quelques années. Donc on est en train de le toucher du doigt et ça arrivera, dans d'autres... Ça arrive plus vite, je crois, que ce qu'annonçait initialement le GIEC. Ça va de plus en plus vite et il est encore temps d'agir pour limiter la casse, mais en tout cas, le dérèglement est déjà enclenché. Alors justement, est-ce qu'une solution drastique, vraiment une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, notamment, nous permettrait de revenir justement à un climat stable, ou alors c'est complètement foutu, comme pensent déjà certains, il va falloir s'adapter
réellement à cette situation-là qui est déjà effrayante? Alors, il faudra faire les deux, vraiment, absolument, et voire même, il y a 3 axes principaux. On parlait des COP tout à l'heure. Il y a la mitigation, donc réduire les émissions à tout prix, comme le dit la climatologue Valérie Masson-Delmotte, chaque dixième de degré compte. Donc en fait, même si on émet encore pendant 20 ans, dans 20 ans, il sera encore temps d'agir et de réduire les conséquences. C'est très progressif, c'est pas un truc binaire, le climat. Il y a des aspects binaires dedans, des points de non-retour, etc. Mais globalement, on a toujours intérêt, quel que soit le seuil d'émission, à réduire. Oui, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que qu'on nous comprenne bien pour ceux qui nous suivent. C'est pas un intérêt juste qui est minime et qui aura un impact minime. C'est un intérêt dans le sens où réellement, ça aura un impact sur notre avenir. On peut espérer avoir un avenir plus radieux. Bien sûr. Si réellement on change nos comportements. Bien sûr, complètement. On est capable, en plus, avec plein de systèmes de compensation, avec des stratégies basées sur la nature, de faire baisser un peu la concentration de CO2. En fait, les scientifiques parlent souvent d'overshoot, c'est-à-dire qu'on a un pic d'émissions et ensuite on baisse et après on passe en émissions négatives parce qu'avec des pratiques agricoles, avec de la foresterie particulière, on arrive à baisser la concentration de CO2. Donc oui, on pourra retrouver un climat stable. Seulement là, on est en train de rendre ça toujours moins probable. Quand vous disiez les deux, François Gémen dit « Nous devons apprendre à gouverner un climat de plus en plus instable, à gouverner l'irréversible en quelque sorte ». Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Après la mitigation, donc il y a l'adaptation. Effectivement, c'est un sujet qui a peiné à avancer dans les négociations internationales parce que c'est pas satisfaisant de se dire en fait on n'a pas vraiment réussi à prendre le problème à la racine, donc on va s'adapter à ses conséquences. Néanmoins, comme vous l'avez dit, pour les pays du Sud, c'est indispensable. Et le troisième point, c'est les pertes et dommages. Et ça va être un point essentiel des négociations. Après, le sujet a été clos dans notre discussion, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un point important aussi. Justement, comment on fait quand on est aussi engagé que vous l'êtes, alors tous les deux, hein, vous êtes engagés chacun de votre côté, mais en politique tout particulièrement, pour pouvoir se faire entendre? Parce que ça a été le sujet numéro 1, soi-disant, hein, notamment chez les jeunes, l'écologie et la problématique du climat. Mais quelque part, on a l'impression que derrière, eh bien, on est rattrapé au quotidien par la problématique aussi du pouvoir d'achat, de cette vie qui est difficile et de tout ce qu'on peut vivre en ce moment, à savoir les conflits et autres. Comment on fait entendre cette parole qui est d'une urgence folle? Alors moi, j'essaye d'être pédagogique. Je le fais d'autant plus facilement que je ne suis pas une scientifique de ces questions. Moi, je suis une juriste à la base. Je pense qu'il faut être pédagogique. On continue de militer et de convaincre les gens. Et peut-être, pour moi, j'essaye d'avoir un récit parce que souvent, on voit la baisse des émissions comme des efforts et des sacrifices. Et en réalité, le bien-être des gens, de vivre, de ne pas souffrir de la précarité énergétique, de bien manger, de respirer un air non pollué, enfin, toutes ces questions écologiques, c'est pour le mieux vivre finalement des gens. Donc moi, j'essaie d'avoir un récit où on explique que en fait, si on veut une planète habitable dans 30 ans, ce qu'on ne sait pas garantir aux jeunes qui naissent aujourd'hui, que dans 30 ans, la planète sera encore habitable, il faut qu'on agisse sur ces questions. Et donc ce qu'on fait, c'est plutôt garantir finalement à long terme la vie sur Terre et que ce sont pas ce sont des investissements pour préserver la vie sur Terre. Comment on explique une COP à un jeune comme Guerchi? La meilleure façon, c'est de lui faire vivre. C'est pour ça que j'ai créé une association qui emmène des jeunes aux COP. Il y en a plusieurs qui font ça, mais déjà, après, on ne peut pas être des milliers de jeunes. Et je pense qu'un des vecteurs pour ça, c'est les réseaux sociaux. Vous en parliez à l'instant, la nécessité de créer un récit. Je pense que c'est important d'utiliser les réseaux sociaux, j'allais dire presque de les dévoyer, parce que je pense que c'est pas leur objectif initial de parler d'écologie, etc., mais de s'en servir pour diffuser les questions autour des COP, expliquer ce qui se passe, mais par les jeunes, parce qu'en fait, quand vous avez un diplomate qui parle avec ses termes techniques, etc., en général, ça parle pas beaucoup. Mais moi, je l'ai fait pendant un temps, puisque j'ai été beaucoup au COP, j'ai essayé d'en parler. Alors, les réseaux sociaux étaient un poil moins développés, mais je pense que c'est une bonne façon, ouais. Une bonne façon qui vraiment peut permettre aussi de continuer, d'avoir une continuité dans le discours aussi politique, purement politique aussi, de l'engagement auprès des jeunes. J'ai pas compris votre question, maman. Vous savez, on voit que le point, l'écologie, ce sujet, effectivement, devient transpartisane. Oui. C'est rattrapé à la fois par la droite, évidemment par la gauche. Comment on continue à porter ce discours malgré justement on le fait, on l'impose en tout cas dans les discussions. Par exemple, notre chef, le chef de notre parti, Marine Tondelier, a été conviée à des réunions à l'Élysée et ce n'était jamais à l'ordre du jour. Donc elle a imposé le sujet à toutes les réunions qu'elle a eues à l'Élysée pour rappeler les engagements du président de la République sur ces questions. Donc on impose les débats, on présente des candidats à des élections sur ces sujets.
sujet. Et moi, j'encourage les jeunes à s'engager. Alors, il y a plusieurs façons de s'engager. Il y a l'activisme, mais il y a aussi la politique. Et c'est vrai que la place des jeunes en politique, elle est légitime. C'est de leur avenir dont il s'agit. Et une société qui n'écoute pas ces jeunes n'a pas d'avenir. Donc, moi, j'invite vraiment les jeunes à s'engager en politique, à être dans les lieux où on prend les décisions. Et je pense qu'ils sont plus convaincus que les aînés. Les aînés, eux, leur avenir est plutôt derrière. Enfin, et eux, ils sont presque plus légitimes sur ces questions. C'est ça, on a l'impression que les jeunes, en fait, sont beaucoup plus au courant, finalement, que nous, les générations d'avant, et que c'était à eux, quelque part, de faire le travail, justement, qui s'opérera peut-être dans quelques semaines pour Noël, à la fameuse table de veillée. Voilà, à un moment, il faut parler de ces choses-là. Oui, il faut pas. Et voilà, moi, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de jeunes aux tables de négociation, et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, il va y avoir les collectivités locales, et c'est vrai qu'elles font beaucoup sur la déclinaison locale, et c'est qu'un début, mais elles n'auront qu'une toute petite voix. Et je pense que les jeunes aussi ont vocation à avoir leur place et leur voix dans cette délégation, pas juste de manière cosmétique, mais y compris pour prendre des décisions. Alors l'engagement politique, il est important, mais il y a l'engagement aussi des entreprises privées. Une tribune signée par 60 présidents d'entreprises françaises, dont EDF, Total, Michelin, etc., souhaite accélérer la transition écologique. Est-ce que ce sont des choix qui vont compter justement de plus en plus dans le choix des orientations pour les plus jeunes, vous pensez ? Bien sûr, oui. Il y a, pour un réveil écologique, il y a vraiment le mouvement pour un réveil écologique qui rassemble plein d'étudiants de grandes écoles essentiellement, en tout cas au départ, mais qui s'est étendu après, fait peur aux grandes entreprises parce qu'en fait, en dénonçant certaines pratiques de grandes banques, notamment, je ne vais pas en citer, mais voilà, de grands industriels et autres, en fait, les jeunes désertent. Et donc, ces institutions privées-là sont très embêtées au moment du recrutement. Donc oui, je pense que les entreprises ont vraiment un intérêt aujourd'hui à, je vais dire, montrer patte verte. Je ne sais pas si l'expression est très heureuse, mais en tout cas à montrer qu'elles sont vraiment ambitieuses et surtout à pas faire du greenwashing. On n'est plus dupe, quoi. Il y a 10 ans, c'était possible. Aujourd'hui, il y a suffisamment de médias engagés, etc., qui peuvent démolir des discours creux. Et par ailleurs, il y a des entreprises extrêmement ambitieuses, pareil, je ne vais pas en citer, mais qui ont compris qu'il fallait rentrer en bifurcation écologique et pas juste en transition. Qu'il fallait arrêter de tourner... La différence entre transition et bifurcation, s'il vous plaît ? La transition, c'est une transition douce qui est très à l'aise avec l'idée de réduire ses émissions de 10% d'ici 2050 et qui se contente de ça. Une bifurcation, pour moi, c'est une entreprise qui va vraiment au cœur de son modèle d'affaires et qui assume notamment de faire des renoncements si c'est nécessaire. Qu'elle assume de dire, voilà, en fait, je fais 10 produits différents, il y en a 4 qui posent problème, je peux faire tout ce que je veux en R&D, en investissement. En fait, ça ne changera rien au caractère polluant de ces objets et ces produits, donc je les retire de mon catalogue. Et j'encaisse ce coup-là au sens, j'essaie de mettre en œuvre de façon opérationnelle cette bifurcation pour que l'entreprise ne fasse pas faillite. Et que, ces entreprises, elles doivent impérativement faire leur transition écologique. Moi, pour l'instant, je suis assez sceptique parce que si les pouvoirs publics ne leur tordent pas un petit peu le bras, c'est pas près d'arriver. Et je trouve que le gouvernement a une bienveillance finalement vis-à-vis de ces activités. Voilà, au Havre, il y a un méthanier qui va ouvrir et donc je pense que c'est Total qui porte ce projet. Donc il y a les belles déclarations. Et puis il y a la réalité. Voilà, Total est au numéro 2 mondial, ou premier peut-être même de ces entreprises. Je ne sais pas ils ont changé la cosmétique, Total Énergie au pluriel, en verdissant un petit peu leur logo, mais ça ne suffit pas de verdir son logo. On est très attentifs aux actes et pour l'instant, ils ne sont pas là. Certains personnels éducatifs parlent d'endoctrinement en évoquant justement les cours relatifs à la crise climatique. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'imagine que ça vous choque. Je pense que le mot endoctrinement est déplacé et comme les mots éco-terroristes, etc., c'est de la sémantique qui est faite pour décrédibiliser tous ces mouvements. C'est important, et les climatologues l'ont dit, d'intégrer davantage ces questions dans les programmes. Après, il ne faut pas faire 90 heures de climat par semaine. En fait, le problème est tellement plus profond que ça, que c'est le climat, mais c'est aussi la biodiversité, c'est aussi l'eau, c'est aussi les questions d'égalité. En fait, c'est essentiellement une question de valeur, de schéma, de comportement, de projection, j'allais dire d'imaginaire. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Et en fait, l'école doit structurer tout ça en même temps. Et donc, je ne suis pas du tout d'accord avec le terme d'endoctrinement, mais je pense qu'il faut penser plus large et en fait inviter les élèves typiquement à s'engager dans des associations le plus vite possible, à pratiquer les arts sans que ce soit une espèce de récréation augmentée, à en gros retrouver leur sensibilité qui est identifiée par beaucoup d'anthropologues et de sociologues comme étant le cœur du problème, la perte de sensibilité au monde, d'avoir un rapport au monde complètement matérialiste. C'est entre autres à l'école que ça se passe, donc c'est important d'en parler. Et en réalité, il n'y a pas besoin d'endoctriner, il suffit juste de regarder la réalité des faits. Il y a un consensus mondial de scientifiques qui élaborent des faits étayés, précis, et juste la réalité des faits parle pour elle-même.
Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant de vous avoir sur ce plateau. Vous avez compris maintenant l'urgence climatique. Si jamais vous n'étiez pas au courant, je pense que c'est pas possible. Enfin, admettons. Voilà, il faut pouvoir s'engager et en parler autour de soi. Aminata Niakate, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes porte-parole nationale Europe Écologie Les Verts et comme Yerchig, conférencier engagé et entrepreneur. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, Noël approche à grands pas et pour faire patienter les enfants, eh bien rien de mieux que d'opter pour le fameux calendrier de l'Avent. On a tous adoré le calendrier de l'Avent. Eh bien aujourd'hui, on va parler de ce fameux calendrier, mais un calendrier un petit peu différent et tout aussi passionnant, intéressant et excitant, qui s'appelle le calendrier de l'Avent fraternel du Secours catholique. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Charles-Antoine Berthenot. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de communication au Secours catholique. Alors voilà, regardez, 5 ans que ce calendrier existe. Un calendrier de l'Avent fraternel. C'est quoi un calendrier fraternel ? Eh bien, au Secours catholique, on est une association de lutte contre la pauvreté. On travaille avec 60 000 bénévoles partout en France. Et puis, concrètement, pour aussi accompagner les enfants et les éveiller à cette question de la précarité, de la pauvreté, eh bien, on a imaginé un calendrier de l'Avent solidaire, fraternel, pour les amener à mettre en place des actions, des petits défis. Donc chaque jour, ils vont avoir l'occasion de relever des défis solidaires ou liés aussi à l'environnement. Alors là, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire maintenant parce qu'on n'a pas encore commencé. Mais enfin, j'ai bien compris. Donc il y a effectivement toutes les cases jusqu'au 24, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà, toutes les petites cases jusqu'au 24 qu'on ouvre. Et qu'est-ce qu'on va y trouver derrière ces cases ? Parce que vous voyez, c'est fin, donc il n'y a pas de petits cadeaux, a priori, au contraire. Mais c'est un cadeau encore plus beau. Mais voilà, en fait, c'est un peu l'alternative en fait, au calendrier avec les chocolats ou les friandises. Matériel, dirons-nous. Voilà. C'est immatériel. Là, on va s'engager différemment et puis on va inviter les enfants à s'engager différemment. Donc chaque jour, voilà, une action, un défi. Par exemple, on peut proposer en fait à l'enfant, il y a un petit texte, c'est si tu croises en fait une personne en fait sans abri dans la rue, arrête-toi et dis bonjour. Si c'est un petit peu le bazar dans ta chambre, n'hésite pas à ranger et puis à identifier des objets, des jouets que tu pourrais peut-être donner à une association. Ça va être le moment de faire les cadeaux aussi, préparer des cadeaux pour Noël. Eh bien, pourquoi pas utiliser plutôt en fait du tissu pour l'emballage que du papier. Voilà, plein de petites actions comme ça qui invitent de façon assez ludique les enfants à découvrir ce que c'est que s'intéresser aussi à l'autre. Et aller un petit peu à la rencontre. C'est la fraternité et c'est aussi la solidarité. C'est-à-dire que c'est de renouer avec ces valeurs qui sont essentielles et qui sont simples, qui devraient être naturelles et basiques chez tout le monde, mais qui, par moment, on oublie un peu parce qu'on est toujours amené à aller vers les cadeaux, les fameux cadeaux matériels, c'est-à-dire toujours acheter des jouets et autres. Et là, c'est pour revenir finalement sur ce que l'on est. Voilà, et ça correspond tout à fait en fait aux actions du secours catholique. On mène beaucoup d'actions en fait tout au long de l'année. On accompagne près d'1 million de personnes en France et beaucoup de nos actions en fait sont basées sur la rencontre, sur le lien social. Alors après il y a des choses très concrètes en termes d'accompagnement, mais cette dimension en fait de lien social, on a voulu aussi la transmettre aux enfants. Alors l'aide sociale évidemment pour les enfants c'est compliqué, sauf s'ils sont accompagnés de leurs parents. L'idée c'est pas forcément de les pousser toujours à faire des choses parce que c'est la problématique du fait d'être mineur, mais c'est en revanche prendre le temps de faire des choses effectivement qu'on n'aura pas le temps de faire. Par exemple, prendre le temps de se rendre visite, d'aller voir des gens effectivement qui sont aussi dans le besoin, de faire un don pourquoi pas, mais plutôt de pousser les parents peut-être à faire un don ou du bénévolat. Tout à fait, ça peut être inviter en fait les parents à s'engager de façon ponctuelle ou de façon plus longue dans l'année. Par exemple, on va organiser à la fin de l'année, là on est dans le thème par rapport à la saison, des bénévoles organisent un certain nombre de Noël, des fraternes Noël partout en France et notamment aussi à Paris. Eh bien, on peut s'engager en tant que bénévole et donner un coup de main à la préparation de ces
ces événements-là. C'est assez chouette. Et puis en fonction de tous les âges, effectivement, on peut y trouver par exemple partager un gâteau. C'est vrai que quand on est à l'école, on a son petit goûter, on ne se rend pas compte que l'autre, il aimerait bien aussi avoir le même gâteau. Et c'est juste se recentrer. Oui. Alors on a poussé un peu les choses un peu plus loin parce qu'on a eu l'occasion en fait avec un grand chef, le chef Damien en fait, de créer une recette particulière d'un gâteau très simple à faire. Bon, c'est toujours bien d'avoir l'aide des parents ou d'un adulte. Et c'est un gâteau qui s'appelle le fraternel. On reste vraiment dans ce thème-là de la fraternité. Et on invite les enfants. Il y a un petit QR code. Je ne sais plus exactement quel jour, mais il y a un QR code. Un jour à découvrir. Et on découvre la recette. Et on peut réaliser ce gâteau ensemble. Et puis ensuite, après, le proposer à ses proches. Alors que ce soit... à l'école ou dans d'autres domaines, ses voisins. L'idée, c'est d'inciter les enfants à faire un pas. Alors on pourrait croire que ça intéresse que les 5-7 ans, mais pas du tout. Les calendriers de l'Avent ont beaucoup de succès aussi auprès des jeunes filles et jeunes garçons, même un peu plus âgés. Et une autre case, par exemple, porter justement les courses d'une personne âgée. L'idée aussi de pouvoir être dans l'entraide aussi pour le lien transgénérationnel qui doit se poursuivre. Oui, ça c'est très chouette en fait, et on profite de ce moment-là en fait de la préparation de Noël pour penser aux plus âgés, à donner parfois en fait un petit coup de main. Donc là, l'exemple en effet précis, c'est d'aller faire les courses. C'est un exemple qui est pas très original. On l'a déjà entendu, mais en fait, on se rend compte dans nos villes dans tous nos lieux d'habitation, en fait, on se rend compte qu'on vit parfois en fait à côté de personnes un peu plus âgées qui peuvent avoir plus de mal en fait à sortir, et un petit coup de main comme ça peut être riche. Et puis surtout, au-delà de on va faire les courses, mais surtout en fait on va rentrer en communication aussi avec cette personne qu'on croisait de loin, on disait juste bonjour, au revoir. Et ben alors on va commencer en fait à créer une petite relation. Il va se créer quelque chose et ça va permettre de faire des plus belles choses ensuite. Et c'est ça aussi un petit peu la fraternité. C'est quelque chose qu'on peut tirer et qui ensuite est très, très concret. Alors quand je vous écoute, effectivement, c'est le cas pour le calendrier de l'Avent, puisque dans le fond, évidemment, mais dans la forme, ça correspond à Noël. Mais en fait, on pourrait utiliser tout à fait ce calendrier de l'Avent fraternel dans toutes les écoles, tout au long de l'année, finalement, pour avoir une bonne action chaque jour. Mais c'est une très bonne idée, ça. Mais oui, je tout pense à qu'il fait, faut vous lancer tout à fait. cette idée. Oui. Et il faudrait qu'on lance ça, oui, ça serait très bien. Ouais, des projets plus à long cours. À l'école, c'est une très bonne idée. Ouais. Alors justement, il y a ce petit personnage que vous devez certainement connaître, qui est le loup. On a tous, en tout cas moi j'en ai lu beaucoup, l'histoire de loup à ma fille et à mon fils aussi. On le retrouve ici. Et donc chaque année, vous faites appel à des illustrateurs différents ? Voilà, tout à fait, ouais, ça fait... on est en train finalement au fil des années de construire une collection. Alors on a commencé à travailler avec Soledad, avec Serge Bloch, avec Bernadette Després, qui est la créatrice de Tom Tom et Nana. Alors là, on parlait de génération, alors ça parlait à 3 générations en fait. Ça me parlait, moi. Avec Stéphanie Blake l'année dernière. Et là, c'est Eleanor Tuelier, qui est la co-créatrice en effet de ce personnage, la loup. Et Oriane Allemand, c'est ça ? Exactement. Oui, exactement. Voilà. Aux éditions Ozu, effectivement, la créatrice de Lou. Alors là, comment elles ont pensé justement ? Alors on voit l'éternel sapin qui revient toujours, même si certains ne veulent plus mettre de sapin, c'est quand même un symbole très fort de Noël. Et puis, c'est l'idée effectivement d'être tous rassemblés autour, à la fois de partager, de rire, de s'émouvoir. Exactement. Et puis, il y a un côté aussi faire ensemble. Comme vous le voyez, chaque personnage va venir... soit donner un coup de main, soit apporter ici des éléments de décoration, là un gâteau d'ailleurs à partager. C'est vraiment essentiel de faire ensemble. C'est pas juste tendre la main à quelqu'un qui est peut-être en difficulté, mais c'est de faire avec cette personne et ensemble de vivre ce moment qui est en principe un moment de joie et où on peut se rapprocher. Alors le Secours catholique forcément est un service de l'Église catholique, mais est ouvert à tout le monde. Oui. Évidemment, toutes les confessions, ou pas de religion du tout d'ailleurs, peu importe, on est là justement pour pouvoir être dans l'entraide, dans le partage. Exactement, oui, on accueille inconditionnellement toutes les personnes. Merci, c'est bon de le rappeler quand même, dans cette période un peu difficile. Merci beaucoup Charles-Antoine Berthonneau d'avoir été avec nous. Vous êtes chargé de communication justement au Secours catholique. Et donc on a ce petit calendrier de l'Avent. Justement, alors oui, on peut le dire quand même, les fonds ils vont aller où ? Les fonds ils vont aller où ? Ils vont aller au Secours catholique pour financer
des actions. Il y a des actions pour les enfants, d'accompagnement scolaire, des vacances. Et puis il y a aussi en fait des actions pour les adultes qui peuvent avoir besoin d'aide. Voilà, on va penser à ça aussi pour l'école. Je pense à l'année, ce serait pas mal. Une petite case à ouvrir chaque jour, ce serait assez chouette. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tout de suite, on va retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique. Le harcèlement scolaire est l'un des grands chantiers de Gabriel Attal qui a annoncé plusieurs mesures il y a quelques semaines, dont les cours d'empathie obligatoires. Alors Guillaume, vous avez décidé de faire un focus justement sur 3 cyberactivistes très engagés contre le harcèlement et qui font partie du plan gouvernemental. Oui, depuis quelques semaines, ils prennent beaucoup la parole. Évidemment sur les plateaux télé où ils sont régulièrement invités. Il y en a certains qui sont passés ici chez School TV, directement aussi dans les établissements scolaires pour faire de la prévention, mais surtout sur les réseaux sociaux. Et j'ai décidé de faire un focus particulier sur 3 d'entre eux, à commencer par Elian Potier. Oui, à 20 ans, ce jeune qui a subi du harcèlement scolaire a décidé de mener des ateliers de prévention dans les établissements scolaires. Et il se rend chaque semaine dans toute la France avec l'association qu'il a créée, Urgence Harcèlement. Un mot d'ordre, faire en sorte de délier les langues, de susciter la parole et de passer par des activités ludiques pour dénoncer des actes de harcèlement. Je vous propose de découvrir son parcours et comment il est arrivé à la création de cette association. C'était des insultes dans la cour de récréation, dans la classe, principalement dû à mon orientation sexuelle parce que je l'ai assumé très tôt. Et il y a 5 ans, quand j'ai dû quitter mon établissement parce que j'étais victime de harcèlement, parce que ma santé mentale aussi était remise en question, c'était totalement injuste pour moi de devoir partir parce que j'avais tout de même des amis, parce que j'avais un cadre dans lequel je me sentais bien. Vous avez des messages insultants, des menaces sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle du harcèlement, du cyberharcèlement. C'est puni par la loi, il faut en parler. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui me permet de tenir, en tout cas maintenant, c'est la prévention dans les établissements scolaires, le fait d'intervenir un peu partout en France pour prévenir de ce fléau. Dans un tweet en début de semaine, dans un X, c'est ce qu'il faut dire maintenant, il indiquait avoir sensibilisé plus de 2000 jeunes depuis la rentrée de septembre. Alors, autre figure que l'on connaît bien ici chez School TV, c'est celle de Louis-Alexandre. Lui est toujours lycéen, mais il a fait le tour de France des lycées, justement pour sensibiliser à travers un court-métrage. 180 jours, c'est le nom de son film consacré au harcèlement scolaire. Il a été diffusé, ce film, au printemps dernier sur School TV, porté par Louis-Alexandre, réalisateur, personnage principal. Là aussi, il partage sur les réseaux sociaux son parcours. Alors, il est toujours lycéen, en même temps, il fait ses sensibilisations. Je vous propose de regarder quelques extraits de son film avec une interview qu'il avait consacrée à School TV. C'est l'histoire de Gabriel, un garçon assez discret, qui est scolarisé dans un lycée privé, donc qui coûte assez cher, et sa mère, qui vit seule, doit assurer le paiement de sa scolarité. Mon personnage a un gros poids sur les épaules et va essayer de faire de son mieux pour son avenir. Malgré ses efforts, Gabriel n'a pas des résultats à la hauteur de ce qu'il voudrait. Il subit une pression scolaire monstrueuse, en plus du harcèlement de la part de ses camarades. Donc c'est l'histoire de ce jeune lycéen qui tente de s'en sortir malgré ce contexte très compliqué. Alors on va terminer ces portraits avec Anne-Lise Debat, victime de harcèlement. Elle a monté une série de podcasts et une chaîne YouTube pour sensibiliser. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle a frôlé la mort à cause de son harcèlement. Ces harceleurs sont allés jusqu'à la recouvrir d'essence en la menaçant de la brûler. Désormais, vous le disiez, elle a monté une chaîne YouTube, des podcasts. Elle fait partie, avec Elian Potier, des ambassadeurs qui ont été nommés par Gabriel Attal pour représenter cette cause du harcèlement. Son histoire est terrible et elle revenait il y a quelques mois au micro de France Inter sur comment tout a commencé. Alors j'ai commencé à être harcelée en 6e parce que j'avais des bonnes notes. Donc j'étais un peu la tête de turc. On me disait « Oh, t'es qu'une intello, tu vas encore avoir 18, etc. » Et puis au fil des mois, ça s'est transformé en harcèlement sexuel. On me disait « T'es une pute, t'es une salope, suce-moi, etc. » Pourquoi ils disaient ça ? Parce que j'étais une fille, tout simplement, dans un collège avec des personnes qui avaient des mentalités très anciennes, je suppose. C'est effrayant. C'est effrayant. On rappelle les numéros pour le harcèlement, le 30-18 pour les personnes qui seraient victimes de harcèlement, évidemment. Merci beaucoup Guillaume. Je suis toujours un peu sous le choc à chaque fois, on sait, on connaît la réalité, mais c'est toujours absolument terrible de l'entendre comme ça. On va retrouver Malika Ménard dans son écolier, reprendre le sourire. Cette semaine, son invité est l'humoriste et comédien Ayoub Marceau. Et le Jamel Comedy Club, ça arrive quand? Ça arrive après.
En fait, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment attendu la phrase de « ne te crame pas ». Je l'ai pas pris, genre, j'avais pas peur de me cramer, tu vois, parce que j'étais quand même serein sur ce que je faisais et je suis assez exigeant sur mon travail. Mais j'ai vraiment pris le temps d'aller dans les endroits quand j'étais prêt. C'est-à-dire jamais je me suis montré au Jamel Comedy Club trop tôt. Là, il y a une génération qui arrive où les gens, ils veulent se montrer très vite. Et qu'en fait, très vite, on t'oublie parce que t'es arrivé, c'était pas le bon moment et que t'aurais dû attendre un peu. Et du coup, j'ai attendu. J'ai attendu et je commençais à rentrer au Jamel Comedy Club. Je faisais les Deb Jam. J'en faisais une tous les 3 mois, une tous les 4 mois. Comment ça se passe d'ailleurs pour rentrer dedans, pour intégrer le Jamel Comedy Club? Donc moi, je fais les cours d'Alex Nguyen. Je vais te dire comment ça se passe. C'est ce que le garçon que je parlais, Nolan Darmon, il m'a emmené là-bas. Donc je fais ses cours. C'est un truc, on est qu'entre nuls. On est qu'entre mecs nuls. C'est vrai? On est qu'entre mecs nuls, donc c'est bien parce qu'il n'y a pas de... Il y a quand même une sélection pour les nuls? Non, tu Tout le monde peut venir et le faire? Ouais, tu sais bien, c'est un cours. Mais la sélection, c'est la sélection naturelle de qui a vraiment envie de faire ça. Mais ce qui est bien, ce truc-là, c'est que on est qu'entre nuls, c'est-à-dire il n'y a pas de pression. On est tous là, on a tous le même niveau. On est tous là avec nos questions, on est tous là avec... on ne sait pas comment écrire, comment ça se passe, etc. Et Alex Nguyen, c'est pas un bon stand-upper. Donc voilà, mais c'est un mec qui est très pédagogue. Et du coup, son cours, moi je le conseille d'y aller, au moins de le faire 2-3 mois. Et tu l'as fait combien de temps, toi? Moi je l'ai fait presque 1 an, mais j'y allais 2 fois par mois, tu vois. D'accord. Tu vois, au début j'avais mon rythme, parce que je faisais encore de l'athlétisme à ce moment-là, tu vois. Et donc moi je fais partie déjà des gens du cours qui sortent du lot. Donc Alex il me dit Ayoub, va au Comedy Club, va à la Deb Jam. Du coup je l'écoute, je vais à la Deb Jam, j'en fais une, je sors un peu du lot aussi pareil. Il me rappelle le directeur artistique, j'y vais. Et pour rentrer au Jamel Comedy Club, t'as un truc, bon ça a un peu changé maintenant, mais moi en tout cas quand je suis rentré, c'était l'époque on va dire où c'était vraiment strict. Il y avait la Deb Jam, il y avait un créneau tous les mardis, et tu devais envoyer une vidéo. Et tu faisais. Et s'il aimait bien ta vidéo, il t'appelait. Donc c'était un truc pour les débutants. T'es pas payé, tu vas. J'y allais. Donc moi, au début, je suis un peu sorti du lot aussi, pareil. Le metteur en scène, Jean-Michel Joyaux à l'époque, il m'envoyait des messages. Est-ce que tu veux venir jouer? Il m'en mettait une tous les 3-4 mois. Donc j'en faisais 3 par an, tu vois. Qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Je joue dans des cafés miteux. Je joue dans des bars devant 5 personnes, devant 8 personnes, 20 personnes, tu vois. Mais ça me dérangeait pas, tu vois. Parce qu'il y a vraiment une règle dans le stand-up, au début, il n'y a pas de conseil officiel, tu vois. À part, joue, genre monte. Genre même tu joues devant 5 personnes, monte, fais-le, tu vois. Tout le temps. Tout le temps, et c'est vraiment ça qui va te faire devenir quand même un bon stand-upper, entre guillemets. Après, il y a d'autres règles, etc. Mais le vrai conseil officiel que j'ai donné, c'est jouer. La pratique. Et après, il y a les règles de ton perso sur scène, ta proposition, etc. Donc moi, j'ai vraiment pris ça au sérieux, donc j'ai joué. Donc j'ai fait les Deb Jam pendant 1 an et demi, donc des trucs de débutants. Je joue au Paname un peu aussi à côté, au Paname Art Café. Là, ça commence à être un peu le bon niveau. Le patron, pareil, Karim Kachour et Kader Aoun, qui est le directeur artistique, ils me repèrent pareil. Donc je joue un peu, je fais les scènes, je commence à jouer un peu avec les anciens, pareil, on entend parler de moi. Et la Deb Jam, il me rappelle, et Jean-Michel Joyaux, il me dit Ayoub, on a, en 2019, il me dit là, on a le best-of des meilleurs débutants. T'es dedans, est-ce que tu veux venir? Donc je viens, j'y vais, c'est vraiment là le déclic. Et t'as le directeur artistique de la troupe, vraiment le truc pro, où les gens ils sont payés en cachet, etc., qui est Tarek Sedak à l'époque. Il me repère, il me dit est-ce que tu veux venir à la troupe? Ça aurait pris combien de temps au final? Ça aurait pris 1 an et demi. Ça va? Pour la ouais, ça aurait pris... Moi ça a été vite pour ça. Et Tariq il me repère et il me dit tu veux venir faire la troupe. Au début je suis remplaçant, donc j'y vais. Et après je rentre dans la troupe et j'ai plus jamais quitté la troupe, le Jamel Comedy Club. Voilà. Tu la quitteras jamais? Là, je suis parti pour en faire à fond. Après, je vais écrire mon histoire personnelle aussi, tu vois, mais la troupe fait partie de mon histoire personnelle. Ta meilleure anecdote sur scène? Ma meilleure anecdote sur scène... c'est compliqué, les anecdotes sur scène. Je pense que la meilleure salle dans laquelle j'ai... cette anecdote, elle est pas mal parce que j'étais vraiment un débutant et je passe de débutant à pro en une soirée, quoi. Et on me repère, j'ai été très fort. Ce soir-là, j'ai vraiment été très fort. Je sors du lot et on vient me voir, on me dit ouais, tu vas être dans la troupe. Et moi, au début, je savais pas que ça allait amener vers tout ça, tu vois. Donc après, j'ai pas d'anecdote précise sur la scène, à part... T'as déjà fait un bide? Moi, je suis très marrant, Malika. Non, bien sûr. Non, ma pire anecdote, c'est dans une chicha. Qu'est-ce qui s'est passé? Le micro, il fonctionnait pas et t'entendais... Il y avait des gens qui me disaient plus fort, et vraiment, on entend « Sors, sors !»
Et depuis ce jour-là, je me suis dit, plus jamais ça m'arrive. T'as continué? C'était au tout début, ouais, bien sûr, j'ai continué. J'étais avec un mec qui s'appelait Richard Sabac, on était en scooter. Tu fais comme si t'entends pas ça? Non, j'ai joué, j'ai continué. J'ai entendu le sort, je suis resté 30 secondes et je me suis barré. Et le micro il déconnait, etc. C'était horrible. En général, les gens dans les chichas, ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour se moquer. Non, c'est vrai, ils sont pas là pour rigoler. Donc, moi, c'est pas un truc que j'aime. Je suis vraiment un mec de la scène et du théâtre. Donc voilà, après ça m'a forgé parce qu'à partir de là, je me suis dit plus jamais, il n'y a plus personne qui va me parler comme ça. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Ayoub Marceau pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika, merci Ayoub. Et puis tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Ça fait des années que vous intervenez aussi dans les salles de classe pour faire de la sensibilisation sur ces sujets d'éducation sexuelle. Quel est votre constat, si on prend un petit peu de recul sur toutes ces années que vous avez passées dans les écoles? Vous avez très régulièrement des échanges avec des élèves, des enseignants, des parents. Le constat, c'est quoi? C'est que tout le monde n'a pas accès à la même information, au même niveau d'information sur ces enjeux, ou qu'il y a encore beaucoup de sujets qui sont encore tabous? Alors, c'est effectivement des sujets qui sont extrêmement tabous. Chaque élève n'est pas sur un pied d'égalité. Effectivement, ça va dépendre du milieu dans lequel on est, de la liberté d'expression qu'on peut avoir avec sa famille, de plein de questions qui peuvent pouvoir bloquer ces sujets-là. Et si le programme n'est pas porté à l'école, on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas du tout armés sur certains sujets. Et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui, par exemple sur le cas des règles, c'est 47% des jeunes filles qui ne savent pas ce que c'est les règles au moment où elles les ont. On est en France, on est en 2023, c'est pas entendable que 47% des jeunes filles ne savent pas ce qui leur arrive quand elles vont commencer à perdre du sang. Non. On parle de ce qui va arriver à 52% de la population. C'est un phénomène qui est naturel et il n'y a pas de raison que ça en soit un tabou. Et pour ça, il faut pouvoir en parler et il ne faut pas en parler qu'aux filles. Il faut pouvoir faire aussi cet effort-là d'éducation et de pédagogie auprès des garçons. C'est important ce que vous dites, effectivement. Oui. Et leurs retours sont, c'est quoi? Ça les dégoûte, ça les intéresse pas? Ou au contraire, effectivement, ils sont contents d'apprendre quelque chose qui concerne aussi, justement, comme vous disiez, la moitié de la population? Bien sûr, il y a l'appréhension et les réactions qui sont liées à ce tabou-là. C'est sale, t'as une tache à cause de tes règles, c'est la honte. Voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous de pouvoir sensibiliser dès le plus jeune âge pour que ça devienne juste normal d'en parler, de pouvoir lever les tabous. Donc on intervient là-dessus avec Intimed, cette plateforme avec un contenu qui va être adapté à chaque âge. Bien évidemment, on ne va pas parler de la même manière à un élève en 6e qu'un élève en terminale. C'est pas les mêmes sujets abordés et pas le même langage qui est utilisé. Et puis, c'est important aussi, si on va plus loin sur le sujet des règles, de pouvoir en parler, notamment quand on parle de l'installation de distributeurs dans des établissements scolaires. Le fait d'en installer dans l'établissement scolaire va pouvoir voir normaliser ce sujet et donc contribuer à lever ce tabou autour des règles. Vous êtes, vous l'avez un petit peu évoqué, labellisé terre de jeu avec cette flamme, bien sûr, qui va parcourir votre territoire. Comment on met tout ce petit monde dans la boucle, tout le personnel éducatif ? Alors, le personnel éducatif, ils sont enchantés de ça. On travaille énormément avec l'éducation nationale. Ça, c'est aussi très important de le dire. On a des liens. On veut la même chose, c'est-à-dire qu'on veut le bien-être de nos enfants, la découverte, l'instruction et aussi avec les parents, l'éducation. Et ça, en fait, ça fonctionne quand on lance une idée. Tout le monde se raccroche et là, je pense qu'on va faire une belle chaîne de l'amitié. Dans le trésor, il y a des scènes dans Astérix où avec le souvenir cauchemardesque toujours de Vercingétorix jetant ses armes et des pièces d'or, des calices, des choses comme ça au pied de César à Rome. Oui, et par exemple dans l'un des premiers albums qui est Astérix et le Chaudron, l'objectif c'est de sauver de l'or qu'un Gaulois ne veut pas payer à titre d'impôt et
par contre, les Gaulois du village d'Astérix, eux, ne payent pas d'impôts parce que de toute façon, ils n'ont pas été soumis. C'est irréductible, c'est assez pratique. Beaucoup de monnaie locale à l'époque gauloise, pas seulement les sesterces d'ailleurs. C'est aussi une histoire de la monnaie. Oui, en fait, les sesterces, c'est une monnaie qui apparaît après la période gauloise. C'est une monnaie romaine en réalité. Et il se trouve que d'un point de vue schématique, la Gaule était un territoire où il y avait beaucoup d'or, il y avait des mines d'or. Et les monnaies gauloises étaient beaucoup en monnaie d'or finalement, alors que du côté romain, on était plutôt en monnaie d'argent, un petit peu comme pour aussi la Grèce. Et ce qui a permis aussi, il y avait eu un appât de cupidité finalement de César pour prendre ces territoires du fait de cette présence d'or aussi. Vous arrivez aujourd'hui à vous diffuser dans les établissements scolaires. Comment vous travaillez? C'est peut-être l'importance aussi de travailler, vous le disiez tout à l'heure, avec le réseau Canopé, c'est de toucher ces enseignants, ces élèves? Oui, alors on est au tout début de l'aventure d'Intimède. On a commencé sa mise en place à la rentrée de septembre 2023. C'est tout frais. Exactement. Donc on va à la rencontre des établissements scolaires partout en France, à la rencontre des collectivités aussi, des départements et les régions qui peuvent avoir des actions sur ces sujets-là, de sensibilisation, d'appel à projets, de catalogues qui mettent à disposition comme ressources numériques pour les établissements dont ils ont la charge. Et puis c'est pour ça qu'on essaye d'être présent dans des événements importants comme par exemple Educatech où on était il n'y a pas longtemps, justement pour faire de la sensibilisation sur ces sujets-là et amener le sujet de l'intimité au devant de la scène. Mais on sait qu'Orléans est une ville très très riche sur le plan patrimonial. Justement, on parlait de transmission en début d'émission. Quelles sont, et bien évidemment, ce n'est pas votre périmètre, c'est la culture, mais vous avez quand même l'éducation, vous avez quand même la petite enfance. Tout ce lien se crée justement dès la petite enfance, dès le plus jeune âge? Alors, ce lien créé par nos actions éducatives, en fait, quand on fait un artiste dans ma classe, il y a aussi il y a plein d'actions. Il y en a tellement, vous voyez, que moi, j'étais très surprise du nombre d'actions. La tête dans les nuages, les enfants font toujours leur restitution au théâtre. On les emmène toujours dans des lieux artistiques justement pour les faire découvrir le lieu et le sujet aussi principal pour nous, c'est que les parents reviennent avec leurs enfants et que les enfants amènent leurs parents. On a le musée, on a le MOB, on a vraiment tout plein. On a une richesse culturelle sur la ville d'Orléans et aussi avec le Festival de Loire, on a eu plus de 8000 enfants qui ont été comptabilisés, qui ont été sur le Festival de Loire et qui ont eu aussi des actions. C'est-à-dire que sur le Festival de Loire, on avait 323 actions faites pour les enfants. Alors le nouveau Nutri-Score, il va être plus strict pour certaines catégories. Par exemple, alors, les modifications. Alors les modifications, elles vont être bien alignées sur ces recommandations. Il y aura une grande pénalisation sur le gras, le sucre et le sel. Exemple concret, les céréales pour le petit déjeuner, il faut vraiment qu'elles aient très peu de sucre, sinon elles n'auront pas la note A qui est la meilleure. Elles seront pénalisées, elles vont descendre d'1 ou 2 rangs. Les fruits secs, par exemple, également, et les graines ont les meilleures notes A, B, mais s'il n'y a pas d'ajout de sel, s'il n'y a pas d'ajout de sucre. Donc, c'est D. Sinon, c'est D. En fait, on se concentre beaucoup sur l'apport en sel, en sucre. Les huiles, elles, malheureusement, étaient souvent très mal notées parce que grasses, mais si elles sont bonnes pour la santé, comme les plus recommandées, un colza, olive noix, on va voir ces huiles classées en B. Elles vont remonter et les moins bonnes vont descendre en D, E. Les plats composés vont aussi descendre au niveau de la notation. La pizza va aussi descendre à cause de l'apport en sel. Bon, après, peut-être que les fabricants vont aussi améliorer leur recette pour voir la note monter. C'est l'objectif. Je fais une pizza avec du poisson. J'imagine, j'ai pas tous les modes de calcul, mais que ça devrait améliorer, sachant que la viande rouge, elle, va être beaucoup moins bien classée maintenant que la volaille et le poisson. Donc, ils ont réussi à séparer ça, ce qui n'était pas le cas avant. Et même les laits végétaux, qui paraîtraient comme très bons pour la santé, on va en avoir en A, mais ça pourra aller jusqu'à E. D'accord. Les aliments complets, riches en fibres? Alors, les aliments riches en fibres, eux, ça va être excellent, puisqu'ils vont remonter, c'est important pour la santé, je le dis très souvent, vont remonter en A, par exemple pour le pain complet. Si on est sur un pain raffiné, ça va descendre en B.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume pour vos petits mots adorables, pour mon anniversaire. Vous avez pris une bonne résolution pour votre nouvelle année? Non, toujours pas. Je ne prends jamais de résolution. Jamais, j'arrive même pas à le dire. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, c'est Romain Luc, le son Saïd Mamou, le maquillage Taï Sayad, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.